Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du dimanche 19 mai 2024. Nous vous souhaitons également une très bonne fête de la Pentecôte. Dans les actualités de ce jour, Touliard ne sera plus le dernier en matière de développement, mais le premier, a déclaré le président de la République. Ce dernier se préoccupe de Touliard et de ses habitants et est venu leur remettre aujourd'hui des lampes solaires, en plus de la réhabilitation de la route de 7,6 km dans le chef-lieu. Reportage de et Touliard, la principale ville du sud de Madagascar, surnommée la ville blanche ou la cité du soleil. Désormais, le soleil sera une lumière pour éclairer chaque foyer dans cette ville, de jour comme de nuit. Jeannot était heureux de rentrer chez lui avec la lampe solaire que lui a offerte le président Andradzwen. Adieu l'obscurité. Nous pouvons désormais acquérir de la lumière sans dépenser d'argent pour que lui et sa famille puissent épargner une petite somme qu'il tire de son magasin. Une des choses qui rend Slavna heureux, ce sont ces deux petites filles qui ne seront plus obligées d'étudier à la lueur de la bougie. Comme Slavn, des milliers d'habitants de Touliard ont reçu aujourd'hui des lampes solaires, cela pour améliorer leur vie et celle de la population de Touliard dans son ensemble, a déclaré le président Andradzwen selon la vision qu'il a fixée, notamment la mise en valeur du capital humain. Le président a également présenté aux habitants de Touliard la route en goudron longue de 7,6 km partant de la chambre de commerce jusqu'au Sacré-Cœur qui a été achevée. Les chrétiens ont célébré ce jour la fête de la Pentecôte, qui est toujours incluse dans la célébration de la fête de Pâques. La Pentecôte est le symbole de la propagation de la foi chrétienne. Plus précisément, 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension, les apôtres auraient reçu l'effusion ou l'inspiration divine. Plus de détails avec Radraman Zatouf et Anzar Razanraville. Les églises étaient pleines du monde aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Pentecôte ou la venue du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus lors d'une fête juive. Cette fête qui clôt également la période pascale. Lors de l'Ascension, Jésus a dit à ses disciples qu'il part pour préparer un monde meilleur pour l'homme. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est venu lors d'une fête juive. Moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth se sont réunis, ont reçu l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le cénacle de Jérusalem. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Elles permettent aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen et d'être compris par des étrangers venus assister à la fête. Pentecôte, ça vient du mot grec pentecostais, ça veut dire 50 jours exactement après la résurrection et 10 jours après l'ascension, lorsque le Christ est monté au ciel sur le mont des Oliviers, et les disciples et les apôtres étaient là, lorsqu'il a dit son vélo à ses disciples, il est bon que je m'en aille au ciel, parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas de place. Mais c'est bon pour vous. Et je reviendrai. C'est le jour d'espérance. Et surtout, c'est le jour des 7 dons de l'Esprit Saint, qui est la Pentecôte pour l'Église chrétienne. La Pentecôte est également une occasion pour célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Page politique pour continuer. La collaboration des délégués des candidats avec la CENI est d'une grande importance pour assurer une élection transparente, a déclaré la CENI. C'est la raison pour laquelle une formation leur a été dispensée le 17 mai dernier à la CENI. L'objectif est d'égaliser les compétences des délégués des candidats, notamment dans le suivi du processus électoral et également d'en assurer la transparence. Plus de détails avec Céline Khadirlant. Le 17 mai dernier s'est tenu avec succès le lancement de la formation des formateurs des délégués des candidats dans les locaux de la CENI. Cette initiative essentielle vise à consolider les droits et responsabilités des délégués, lesquels jouent un rôle crucial dans la transparence du vote et des résultats du scrutin. Les thématiques abordées lors de la formation ont couvert divers aspects, notamment les rôles des acteurs clés du jour du vote, le cadre légal des élections, les rôles spécifiques des délégués, ainsi que les procédures de vote et de dépouillement. Les défis qui attendent les délégués des candidats sont énormes face aux appréhensions et les doutes des acteurs politiques en général, et notamment aux participants aux législatives.
Les mêmes doutes ont été maintes fois soulevés lors des scrutins précédents. La solution efficace prévaut, recommandée et réitérée par les instances électorales face à ce contexte, est d'assurer une présence effective de délégués capables d'assumer leur rôle pour chaque candidat ou groupement politique dans chaque bureau de vote. Et le programme GRMA s'est engagé à réaliser des projets visant à prévenir et à se préparer aux effets néfastes du changement climatique à Madagascar. 3 des 5 projets proposés par le gouvernement ont reçu un soutien à cet effet. Un atelier auquel ont participé le CPGU et les entreprises qui réaliseront les travaux s'est tenu en fin de semaine. Anna Martina et Sech Anjianap. Lors de la COP27 qui s'est tenue en novembre 2022, le programme GRMA a accepté de soutenir Madagascar dans la réalisation des projets visant à faire face au changement climatique. En septembre 2023, un accord de coopération a été conclu et le gouvernement malgache a demandé un soutien pour 5 projets. 3 d'entre eux seront mis en œuvre selon le rapport du CPGU. Parmi ces projets figure celui visant à faire face aux inondations et précipitations, ainsi que l'analyse de l'impact du changement climatique sur l'économie de Madagascar, selon les informations. La semaine dernière, un atelier a eu lieu pour discuter de la mise en œuvre de ces projets, auxquels la CPGU et les entreprises qui mettront en œuvre les projets ont participé. Poursuivons dans la partie sud-ouest de Madagascar la passation entre le nouveau directeur régional des mines de la région Antimoine-Jeffen, Raoun Soria, et l'ancien directeur régional Minouardzon Faliarsou a eu lieu jeudi. Au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau directeur régional des mines a eu une réunion avec les acteurs miniers de cette région. Antimoine-Jeffen possède de nombreuses ressources minières et uniques. Ce secteur qui assure également en grande partie la source de revenus de la population dans cette localité. Le but de la rencontre étant de trouver ensemble les moyens pour le développement et l'amélioration de la gestion de ces ressources. Les autorités de la région Antimoine-Jeffen ont également assisté à cette réunion. En éducation, en général, le CEP blanc qui s'est tenu jeudi dernier s'est déroulé dans le calme dans la Cisco d'Antananarive à Varadjan. Au total, 11 232 candidats ont passé cet examen blanc. Ils ont été répartis dans de nombreux centres d'examen locaux. Cet examen blanc qui sert à préparer les candidats à l'examen officiel. Félan Rakudarsoul et Antar Hazanaville. Le CEP blanc de la Cisco à Varadjan, qui s'est tenu le 16 mai dernier, s'est déroulé dans le calme. Ces élèves ont déjà effectué le premier CEP blanc le 7 mai et la deuxième édition a eu lieu jeudi dernier. Un troisième et dernier CEP blanc aura lieu le 4 juin prochain selon l'organisation des 22 ZAP qui composent la Cisco d'Antananarive à Varadjan selon les informations. Cet examen blanc qui sert notamment à identifier avant l'examen officiel les matières pour lesquelles les étudiants ont encore des difficultés selon les explications. Le plus jeune élève dans la Cisco d'Avaradjan lors du CEPE ce 18 juin à 8 ans et le plus âgé 32 ans. Plus de 1076 foyers de la commune d'Ankadkel-Ilaf ont bénéficié du branchement Mour depuis lundi, un projet du président de la République Anjradzuel destiné à aider les familles vulnérables pour l'accès à l'électricité. Les détails avec Félan Rakudarsoul sur les images de Antar Hazanaville. Le gouvernement porte toujours une attention particulière au volet social de la population à travers les communautés décentralisées. À titre d'exemple, la mise en œuvre du projet Branchement Mour, qui vise à faire bénéficier de l'électricité aux ménages les plus vulnérables dans toute l'île. Les habitants de la commune d'Ankadkel-Ilaf ont ainsi reçu leur part. Plus de 1000 ménages, issus des 18 Fukuntagnes, composant cette commune, ont bénéficié de ce projet et les installations ont débuté cette semaine. La famille de Rosalie fait partie de celles qui en ont bénéficié. Ils utilisaient de la bougie auparavant et grâce à ce branchement, cette famille a décidé d'ajouter des appareils tels que des postes de télévision. Par ailleurs, environ 5000 familles ont également bénéficié du Vansnakuunan dans la commune d'Ankadkel-Ilaf et le carnet biométrique sera également distribué prochainement aux habitants selon toujours les informations.
Passons à présent aux actualités internationales. Destination États-Unis. La campagne pour l'élection présidentielle américaine est bel et bien lancée. Les deux candidats ne mâchent pas leurs mots pour tenter de convaincre et remporter ce scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Donald Trump a de nouveau qualifié Joe Biden d'escroc samedi, pendant que l'actuel président taxait son rival républicain de déranger depuis la Géorgie où il fait campagne. France 4. C'est en Géorgie que le président Biden a choisi de faire campagne ce week-end. Un État pour lui symbolique à plus d'un titre. Remporté de justesse en 2020, cet État représente un vivier potentiel d'électeurs pro-démocrates, notamment l'électorat afro-américain. Dimanche, Joe Biden doit justement s'adresser aux étudiants du Morehouse College, université où a étudié Martin Luther King, héros du combat pour les droits civiques. Mais c'est sur un autre terrain que la rhétorique s'est placée samedi, répondant aux invectives de son rival Donald Trump. Mon adversaire n'est pas bon perdant, mais c'est un perdant. Notre démocratie est réellement en jeu. On lui a demandé que va-t-il se passer, est-ce qu'il accepterait une défaite? Il a répondu que cela dépendra. Ensuite, il a dit que s'il perd, il y aura un bain de sang. Entre deux audiences de son procès pénal qui se tient à New York, c'est auprès de la NRA, la National Rifle Association, que l'ancien président et candidat des Républicains faisait campagne. Devant des milliers de membres de l'organisation, il a une nouvelle fois qualifié Joe Biden de Joe l'escroc. Il a accepté de l'argent de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine, de partout. Si c'était un républicain, il aurait été mis sur la chaise électrique. Ils auraient réinstauré la peine de mort. Les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles en circulation que d'habitants, une prolifération qui se traduit depuis des années par des tueries meurtrières. Tandis que Joe Biden promet d'agir pour interdire les fusils semi-automatiques, Donald Trump a fait savoir qu'il détricoterait les mesures de régulation des armes à feu mises en place par l'actuel président Joe Biden durant son mandat. Ensuite, l'État est passé à l'offensive dimanche 19 mai en Nouvelle-Calédonie pour tenter de rétablir l'ordre républicain, quoi qu'il en coûte, sur le territoire, en commençant par une opération de gendarmerie d'envergure sur la route entre Nouméa et l'aéroport international. France 4. Sur cette vidéo, un tank dégage par la force les voitures incendiées qui bloquent la route. Des tractopelles soulève les engins les plus lourds, comme ce camion. Image aussi de ces colonnes de blindés positionnées au petit matin dans le centre-ville de Nouméa. Le début d'une vaste opération lancée par le gouvernement. 600 gendarmes qui ont une priorité, reprendre le contrôle de cet axe stratégique, la route principale qui mène du centre-ville à l'aéroport international de Tontouta, longue de 60 km. Une reprise en main qui s'annonce longue et périlleuse. Mais je ne vais pas vous dire que la circulation peut être rétablie parce que nous n'en sommes pas là. Il y a beaucoup de déchets qui traînent encore. Il y a une quarantaine de barrages pour lesquels l'enlèvement des déchets n'a pas été réalisé. C'est une opération qu'on va conduire demain, peut-être encore après-demain. Vous voyez, sur la soixantaine de barrages, 15 seulement ont pu faire l'objet de cette opération d'enlèvement. Et les barrages restants se durcissent. Sur celui-ci, dans ce quartier défavorisé de Caméré, la route est saccagée. Un feu, les émeutiers sont installés sous cette tente. En voiture, certains d'entre eux paradent, fiers de montrer qu'ici ce sont eux qui tiennent la zone. Ici, le quartier de Magenta est comme assiégé depuis 5 nuits maintenant. Hier soir encore, des tirs à balles réelles. Les policiers ont bien du mal à reprendre le contrôle. Les habitants vivent dans la peur. C'était une attaque en règle dans les tours de Magenta parce que ce sont a priori un endroit où certaines personnes peuvent se cacher et qui mettent le désordre. Le rétablissement de l'ordre, un travail de longue haleine. Bonjour, on va vers l'aéroport, c'est la presse. Après cette première opération, plus de 200 personnes ont été interpellées et 20 commerces alimentaires ont pu rouvrir.
Et l'armée de la RD Congo a annoncé aujourd'hui avoir déjoué une tentative de coup d'État ayant, selon elle, impliqué des étrangers et des Congolais. Selon diverses sources, des tirs avaient été entendus à l'aube aux abords du Palais de la Nation après l'attaque par des hommes armés du domicile du ministre de l'Économie. L'armée pourtant assure maîtriser la situation. France 24. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Alors, effectivement, la situation est calme à Kinshasa. Certains quartiers du centre-ville sont bouclés, quadrillés par une forte présence militaire. Mais dans le reste de la ville, la vie reprend son cours normal. Les transports en commun circulent et les églises ont accueilli leurs fidèles pour la messe dominicale. La situation est sous contrôle. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, l'a dit. Il ne donne pas plus de détails encore sur ce qu'il s'est passé. Mais ce que l'on sait, c'est que très tôt, ce dimanche matin, des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe. Des témoins nous ont dit avoir entendu des tirs nourris dans sa résidence. Au moins 2 policiers de sa garde auraient été tués. Alors Vital Kamerhe, c'est l'un des alliés du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Ces hommes armés en tenue militaire se sont ensuite dirigés vers le Palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. Ils l'ont occupé brièvement et brandi le drapeau du Zaïre. Alors dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un de ces hommes dit, je cite, être fatigué de cette souffrance et vouloir que les autorités, je cite, dégagent. Voilà que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après cette édition, vous allez suivre le film Crazy Stupid Love. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.